Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente parce que je vais partager avec vous la conversation que j'ai eue avec Slobodan Despo. Je vais vous présenter Slobodan rapidement. Il a baigné toute sa vie dans le monde du livre. Il a été traducteur, directeur de collection, cofondateur d'une maison d'édition, mais aussi directeur de magazine, photographe, directeur de communication, porte-parole d'un homme politique, parolier, romancier. Et en décembre 2015, il va créer une lettre d'information hebdomadaire qu'il appelle l'Antipresse, en réaction à l'appauvrissement de l'information dans les médias grand public. On est plusieurs à avoir fait ce constat, donc parti pris structurel, déni de réalité, incohérence intellectuelle. C'est d'ailleurs ce même constat qui explique en grande partie la création de ma chaîne YouTube. Voilà, avec Slobodan, on va discuter de la crise du coronavirus, qui dure toujours. On va passer en revue certains thèmes importants, l'attitude des hommes politiques, les médias, le rôle des médias dans la crise, les médecins, le confinement, la Chine, et on va réfléchir ensemble à la façon dont l'Occident pourrait évoluer politiquement. Voilà, je vous encourage à regarder l'intégralité de la vidéo parce que Slobodan fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle et d'un certain recul. Quand il parle du miracle technologique chinois, il est allé en Chine se faire une idée. Quand il parle des médecins pendant la crise, il a discuté avec des médecins, des épidémiologistes. Pareil pour le totalitarisme, il a passé beaucoup de temps à traduire des livres sur le totalitarisme. Voilà, bon visionnage et j'espère que vous y trouverez de l'intérêt. À bientôt. Cette crise dans laquelle nous sommes tombés, qui est à mon avis d'abord une crise politique et économique et seulement en troisième lieu une crise sanitaire, eh bien cette crise, elle est le produit de toute une évolution de la société occidentale essentiellement, mais enfin de la société globalisée. Ce qu'on a vu depuis lors et jusqu'ici, c'est évidemment une application rigoureuse, une application fanatique et une application totalement inflexible du principe du risque zéro. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas qu'on me dise qu'à cause de mon laxisme, voilà comment se réfléchit l'administrateur, l'homme politique, le ministre. Je ne veux pas qu'on dise qu'à cause de mon laxisme, des gens sont morts. Je veux dire, aujourd'hui, on dit que des gens sont morts à cause de bien d'autres phénomènes, de bien d'autres manquements de ces mêmes autorités, mais au moins, on leur impute pas le laxisme, sinon peut-être aux Suédois. Voilà. Le confinement qui est, je crois, unique dans l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait eu dans l'histoire un autre confinement où on demandait aux gens sains de s'enfermer. J'ai lu qu'en France, on a plus d'1 million de chômeurs supplémentaires maintenant, un tiers ou plus des PME, des bars, des restaurants, des hôtels qui vont disparaître. On a maintenant des études qui montrent un développement des pathologies psychiatriques dans la population. Évidemment, une paralysie du parcours éducatif des jeunes et des moins jeunes. Et une négligence des autres maladies, surtout chroniques. Alors, en Angleterre, j'avais un chiffre, mais il faudrait peut-être le mettre à jour, de 60 à 80 000 patients cancéreux risquent de mourir par manque de soins ou de diagnostic. Et je crois que c'est Oxfam, si je ne dis pas de bêtises, qui dit qu'ils estiment qu'il y a un risque que 12 000 personnes par jour meurent de faim. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pour vous a pousser les hommes politiques? Vous dites en fait, ce que vous dites, c'est que les hommes politiques ont juste voulu se couvrir. C'est comme ça que vous l'analysez, parce que c'est quand même une décision qui est très très lourde de conséquences. On n'a pas encore commencé à voir les conséquences de ce qui s'est passé. Bah, regardez, remontez au mois de mars, en Grande-Bretagne chez vous ou bien en France. Les deux chefs d'État, Boris Johnson et Emmanuel Macron, avaient dans un premier temps opté pour minimiser la panique. Boris Johnson avait dit, bon, on va compter sur l'immunité collective, et Emmanuel Macron avait dit, bon, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut quand même pas que la vie s'arrête. Et il était au théâtre, n'est-ce pas, le 6 ou le 7 mars. Puis tout d'un coup, vous vous souvenez, il y a eu cette étude qui était totalement bidon, d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, de l'Imperial College et de Neil Ferguson, qui disait, si vous ne faites rien, il y aura 500 000 morts en Grande-Bretagne, donc vous serez tenu pour responsable. Évidemment, ça vient d'une autorité qui a un certain prestige, c'est publié, les médias reprennent tout de suite. Comment voulez-vous que le Premier ministre réfléchisse à tête froide à ce qui se passe? À fin mai, lorsque le monsieur Covid, le responsable donc, de la gestion du Covid en Suisse, le docteur
comment il s'appelle déjà, voilà, maintenant j'ai oublié, mais ça va me revenir. Oui, le docteur Koch a pris sa retraite. Il a fait une interview d'adieu au journal de la télévision nationale. Et le journaliste, pour une fois faisant son travail de questionnement, lui a dit « Mais enfin, il semblerait que vous n'étiez pas entièrement sur la même longueur d'onde que les ministres. » Oui, il y avait du dialogue. Et il dit « Oui, mais enfin, d'après vous, si ça n'avait tenu qu'à vous, on n'aurait pas fermé les écoles, à ce qu'il paraît. Parce qu'on a fermé les écoles en Suisse comme dans d'autres pays. » Et il a fini par dire « Oui, en effet, selon moi, il n'y avait pas de nécessité de fermer les écoles. Il n'y avait pas de nécessité épidémiologique de fermer les écoles. » Le journaliste lui dit « Mais enfin, quelle nécessité alors ?» Il dit « C'était, du point de vue du gouvernement, pour bien faire comprendre aux gens la gravité de la situation. » Ce qui veut dire la fermeture des écoles, qui était une des mesures les plus dramatiques et les plus lourdes de conséquences prises par un État démocratique en Europe, n'était pas justifiée par la pandémie. Elle était justifiée par la rééducation en fonction de la pandémie, la rééducation de la population. Donc ça, c'est une preuve d'infantilisation de la part du gouvernement, et évidemment qui a des conséquences très très graves sur l'éducation des générations actuelles. Bien sûr. Qui mériterait, je veux dire, que ces gens-là répondent en justice de cette manipulation. Et évidemment que les hommes politiques, je les connais, le premier souci qu'ils ont, c'est de se protéger eux-mêmes. Et protéger la population, leurs administrés et les contribuables, ça, c'est une fois que, je veux dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Une fois que nous sommes au sec et au chaud, après, on verra pour la population. Donc, c'était le premier réflexe. Il n'y a aucun doute à mes yeux que c'était le réflexe spontané de la plupart des gouvernements, sauf peut-être ceux qui, d'emblée, ont pris le temps de réfléchir, comme le gouvernement suédois ou le gouvernement biélorusse. On peut même dire le gouvernement allemand. Ou que le gouvernement allemand. Et puis après, il y a cette espèce d'émulation, cette espèce plutôt de conformisme. Si nos voisins font comme ça, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux, etc. Et ça part en boule de neige. C'est très, très symbolique pour moi. On a mis de côté, en fait, la mémoire historique, l'intuition, le bon sens, l'éthique. Mais la pratique des médecins, on a court-circuité délibérément, et même de manière autoritaire, tout le corps des médecins. C'est-à-dire que les médecins de ville, pendant le confinement, n'étaient pas autorisés à soigner leurs patients. Les gens avaient ordre de rester chez eux. On leur disait, restez chez eux, téléphonez au service des urgences, et puis quand vous serez vraiment à l'article de la mort, on va vous interner. Au moment où on ne peut plus vous soigner, on peut juste vous intuber, et puis on verra ce qui se passe. Les médecins de famille, en particulier dans ce pays où cette institution existe encore, et j'ai parlé avec le mien, avec beaucoup de médecins autour de moi, étaient complètement sidérés et un peu effrayés. D'ailleurs, ils sont très effrayés par cette nouveauté complète qui consiste à dire non, vous ne soignez pas. Comment il y a quelqu'un qui a un protocole de soins, donc le docteur Raoult, ne le croyez pas, n'allez surtout pas administrer de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine à vos patients. D'ailleurs, on va la réquisitionner. En France, ces médicaments ont disparu de la prescription des pharmacies. Et même en Suisse, ce qui est extraordinaire, durant la quarantaine, les médecins, pour la première fois dans leur pratique, n'ont pas pu prescrire des médicaments, par ailleurs totalement ordinaires, qui n'avaient rien d'exceptionnel, parce qu'ils étaient sous réquisition hospitalière. C'est ce que disaient les pharmaciens. Mais les hôpitaux avaient réquisitionné ces médicaments, sachant parfaitement que celui qui arrive à l'hôpital est déjà trop mûr, trop avancé dans sa maladie, pour que le protocole de Raoult puisse l'aider. Donc, plus personne ne pouvait utiliser ce médicament. Les uns parce qu'il était inaccessible, les autres parce qu'il était accessible là où on n'en avait plus besoin. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde complet. Et évidemment, quand vous voyez ces signes d'absurdité complète, inexplicable, l'irrespect, le court-circuitage même des programmes pandémie ordinaires de tous les gouvernements, de la pratique ordinaire en temps d'épidémie, quand vous voyez que tout ça s'enchaîne l'un à l'autre, ben, vous comprenez que beaucoup de gens dans la population développent des théories de conspirationnistes. Ce n'est pas possible. À tout le moins, c'est une conjuration des imbéciles. Ce que j'ai retenu, moi, des médias, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, les médias se sont cantonnés tout le long de la crise à faire un bilan quotidien des morts, une sorte de bilan macabre. Je n'ai pas perçu d'analyse, de recul, de questionnement. Alors,
il y a des questions évidentes qui n'ont même, se sont même pas posées. En tout cas, ils n'ont pas voulu les poser, comme par exemple pourquoi avoir changé de critères de comptage. Ils comptaient les malades et les patients sous respirateur. Et ensuite, à partir du mois de mai, ils ont compté les cas. Et ils n'ont même pas expliqué pourquoi ils ont changé de méthode. Ils n'ont pas essayé de se poser la question sur la faisabilité d'un confinement, jusqu'à quand les mesures allaient être tenables. En fait, il y a un épidémiologiste, dont je ne me souviens plus le nom, qui s'est amusé à projeter en fait l'attitude des médias pendant le coronavirus avec ce qu'ils auraient fait les années précédentes. Et il a calculé que si les médias s'étaient comportés en 2016, 2017, 2018 de la même façon que pendant la crise du coronavirus, ils auraient annoncé tous les jours 3 millions de cas et 2000 morts de grippe. Et pour la tuberculose, 30 000 cas tous les jours et 5 000 morts tous les jours. Voilà. Voilà. On peut faire des comparaisons à l'infini. Vous savez, on pourrait aussi s'imaginer, même si les médias de grand chemin, comme je les appelle, transmettaient des informations exactes, imaginez qu'ils prennent les informations exactes de l'épidémie de la tuberculose qui tue 1,5 fois de plus que le coronavirus selon les statistiques d'OMS. Je veux dire, dans tel pays, les hôpitaux sont engorgés de cas de tuberculose. La tuberculose, c'est très contagieux. Les personnes meurent dans d'atroces souffrances, elles perdent leur souffle, etc. Je veux dire, dramatisez quelque chose comme la tuberculose et vous verrez ce qui arrive. Prenez la poliomyélite qui est ressortie, prenez les maladies cardiovasculaires qui sont une véritable peste de notre époque, et aller traiter des cas du genre de personnes qui étaient parfaitement saines à 40 ans, puis qui faisaient un peu de leur footing, et il est tombé, il laisse derrière lui 2 enfants, une femme qui ne comprend plus rien, une famille qui est complètement perdue. Je veux dire, reconstruisez une narration sur n'importe quel problème de santé grave de notre société, et vous obtiendrez la même psychose. Alors, je vais vous poser une question parce que vous en avez parlé dans l'Antipresse. Vous avez fait un article sur la Chine et vous avez expliqué qu'en Chine, les informations numériques d'un citoyen chinois remontent à une base de données qui, directement ou indirectement, appartient à l'État. D'accord ? On remonte à l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, pour le faire court, l'État chinois possède l'écrasante majorité des données numériques d'un citoyen chinois quand on connaît l'importance aujourd'hui des informations numériques dont on parle. Est-ce que vous pensez que l'Occident est en train de franchir une ligne rouge? Et est-ce que vous pensez qu'il va converger, qu'il risque de converger vers le modèle chinois? Alors, bien entendu, ça a été mon point de vue depuis le départ. Je ne suis pas un de ceux qui essaient de personnaliser la crise en disant, voilà, c'est une manipulation de Bill Gates ou de je ne sais pas qui influence, qui achète, etc. Vous pouvez, si la planche n'est pas savonnée dans la bonne direction, vous pouvez injecter des milliards dans une opération de manipulation, elle ne marchera pas. Okay. La manipulation ne marche que lorsqu'elle va dans le sens du poil. Et aujourd'hui, on a habitué les gens, il y a de multiples études là-dessus, on a habitué les gens peu à peu à une intrusion permanente dans leur privacy, dans leur vie privée, par l'électronique. Ce serait très différent si quelqu'un venait chez vous, dans votre appartement, pour fouiller, par exemple, vos déclarations fiscales dans vos classeurs, quelque part dans une armoire, vous dénonceriez la personne à la police. Si quelqu'un fait la même chose dans votre ordinateur, vous dites « Oh, ma foi, j'aurais dû mieux me protéger. » Et puis, vous n'avez même pas l'idée d'une voie de recours contre ça. Quand l'électronique, quand votre smartphone vous écoute pour vous proposer des voyages en Grèce parce que vous avez prononcé le mot-clé le Pirée, Athènes ou Péloponnèse dans une conversation privée, vous ne vous en indignez même plus. Donc, plus on parle de privacy, moins elle est respectée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une donnée de base de notre vie aujourd'hui. Maintenant, la superstructure qu'on est en train de construire, j'y ai pensé parce que justement l'année dernière, au printemps, il y a un peu plus d'une année, j'étais en Chine. J'ai voulu voir ce que c'était que ce miracle informatique chinois. J'ai vu que, à cause de la civilisation particulière qui est la leur, qui n'est pas individualiste comme la nôtre, la révolution numérique s'est faite très rapidement et non seulement avec l'assentiment, mais avec les applaudissements de la population. Et à plus d'un titre, c'est très commode de vivre en Chine avec uniquement
son smartphone, parce que vous n'avez plus d'argent numérique, enfin d'argent liquide. Toutes les transactions se font par une application. Vous êtes suivi, mais les Chinois considèrent qu'il est bon d'être suivi parce qu'on est protégé en étant suivi. Mais c'est vrai. Il n'y a absolument aucune révolte là contre. C'est une culture qui est comme ça. Et évidemment, Alibaba est devenu, c'est pas Amazon, c'est Alibaba qui est, à mon avis, le plus gros marchand en ligne aujourd'hui. Il l'est devenu en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'Alibaba disposait de données auxquelles les grandes corporations et grandes plateformes occidentales peuvent seulement rêver. Donc, il y a quelque chose, il y a une émulation avec le modèle chinois qui exige de la part de la société technologique occidentale, de la secte informatique occidentale, de simplement annihiler tout ce qui fait obstacle. Et ce qui fait chez nous obstacle à l'introduction d'une telle société, c'est tout simplement notre culture. La culture chinoise ne fait pas obstacle à la massification. Oui. La culture occidentale fait obstacle à la massification, donc on va détruire cette culture. L'individualisme, les petites communautés, la famille, les droits démocratiques, les droits humains, tout ça, il faut le casser. Et à mon avis, l'imposition de tout un ensemble de rituels absurdes, aujourd'hui, notamment le port de masques qui ne protège contre rien, fait partie du reconditionnement de cette population qui, de plus en plus, est invitée à se comporter comme une population infantilisée et à ne plus jamais faire état de ses droits. Personne ne demande dans la rue aux policiers pourquoi et au nom de quelle loi il leur impose le port d'une muselière. Personne ne demande, mais enfin, attendez, comme dans certains pays d'Occident, il est interdit de se couvrir le visage dans les rues. Comment vous conciliez ça avec le port du masque? Ces questions, on ne les pose même plus, et même les médias ne les posent plus. Donc, de ce point de vue, l'opération de signification, c'est-à-dire d'enchinoisement de notre société, a très bien réussi. On a vu ce qu'une pandémie pouvait donner dans un roman. On l'a vu dans La Peste d'Albert Camus, hein, où au bout d'un moment, ça dégénère. On a un couvre-feu, des violences, des meurtres, etc. On n'en est pas encore là, mais on a vu des comportements, on a commencé à en parler, qui auraient été inimaginables il y a un an. On a vu des familles privées de voir leur mort, comme si le virus pouvait sauter d'un corps à l'autre, hein, donc là, c'est Zombieland. On a vu des septuagénaires qui étaient verbalisés pour sortir les poubelles. En Angleterre, et je pense que ça va suivre dans d'autres pays, on a maintenant l'instauration des Covid Marshals, c'est-à-dire j'appelle ça des milices sanitaires, je ne sais pas comment les appeler. Les milices. Donc, arpenter les rues pour vérifier que les gens se comportent bien. Je viens de l'apprendre. En Angleterre, le gouvernement encourage les citoyens, donc ça vient de tomber aujourd'hui, ils encouragent les citoyens à dénoncer leurs voisins qui ne respectent pas la règle de 6 personnes, de rassemblement de 6 personnes, qui dépassent en fait, qui sont réunis à plus de 6 personnes. Est-ce que alors, dans votre vidéo, je crois la dernière, vous avez parlé de frein de civilisation. On a l'impression justement que là, il n'y a pas de frein. Il n'y a plus de frein. En tout cas, la civilisation, en fait, on a tendance à penser l'inverse, mais en fait, ce que nous vivons, c'est la pente naturelle d'une société où les freins de civilisation, qui consistent en droit, culture, tradition, etc., en humanité et en humanisme, n'existent plus. C'est un peu ce qui est arrivé, par exemple, en URSS, lorsque le pouvoir s'est effondré, lorsque, comme disait Lénine, il était à prendre dans la rue et que les bolcheviks l'ont ramassé, et ensuite ont créé une société qui se fliquait elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un flic ou un commissaire à chaque coin de rue. Les gens ont très rapidement commencé à se fliquer eux-mêmes, comme les Français sous l'occupation. Il n'y a pas besoin de les y forcer. C'est un penchant naturel, la délation, la prise de pouvoir des gens obscurs qui, tout d'un coup, se découvrent ayant à leur merci la vie d'autrui. C'est quelque chose qui, dans Camus aussi, est très bien décrit. Et c'est ça, en fait, l'essence du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est une structure anthropique vers laquelle penche la société lorsqu'elle n'a pas des valeurs qui la retiennent d'aller là. Et aujourd'hui, on les a enlevées à cause de cet argument unique qui est la préservation, soi-disant, de votre santé, de votre intégrité corporelle. Donc, la peur de la mort. Et il est évident que là, on est dans un engrenage. Mais il est aussi évident, à mon sens, ça va peut-être vous surprendre, que ça va, par le fait même
qu'on a supprimé la civilisation, ça va s'effondrer très vite. J'en vois les premiers signes dans le fait que les gouvernements, évidemment, multiplient les mesures draconiennes à mesure qu'ils sont décrédibilisés, parce que les gens comprennent, tout le monde comprend il n'y a plus de proportionnalité entre les mesures et la menace réelle. Mais ils sont en train de granulariser, d'émietter leur politique, de la déléguer complètement aux instances inférieures, c'est-à-dire que les gouvernements disent ça c'est l'affaire du département, ça c'est la mairie, ça c'est le canton en Suisse, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est allez faites ça, faites ça. Ça veut dire ils sentent déjà qu'un jour ils vont devoir répondre, donc être responsables, et ils s'en protègent. Moi je pense que ça c'est un premier signe que l'édifice s'effondre, parce que ça aurait pu marcher avec H1N1, ça n'a pas marché. Et d'une manière générale, les sociétés totalitaires ne durent pas très longtemps. On va finir sur une note positive, parce que quand même, on est encore en vie et on a de l'espoir. Conclusion, donc on a parlé de la peur des hommes politiques, la peur des citoyens, on a parlé des médias qui jouent plus leur rôle, on a parlé de cette foi aveugle dans la science et l'abandon des autres valeurs occidentales, comme l'éthique, le bon sens. Comment un citoyen lambda peut arriver à se faire une opinion, une pensée objective, la plus objective possible, face à cette désinformation continue? Alors, d'abord, jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup de canaux alternatifs qui sont disponibles. J'allais dire, il y a déjà le mien, l'Antipresse. Tout à fait. Mais évidemment, nous sommes une petite plateforme. Nous sommes une petite plateforme. Nous nous adressons par voie de lettres. Nous sommes une lettre, un magazine qui est envoyé par lettre. Nous ne sommes pas un site avec une énorme bande passante. Nous nous adressons à des individus qui réfléchissent, et tout le monde peut réfléchir en veillant à préserver son bon sens, c'est-à-dire à passer toutes les informations qui viennent au crible du bon sens, c'est-à-dire pourquoi on me dit ça, sur quel fait est-ce fondé, pourquoi, où sont les preuves de ce que vous avancez, donc en l'occurrence, où sont les morts, où sont les hôpitaux remplis pour que vous continuiez de nous imposer des mesures aussi draconiennes. Et puis, ne pas se laisser intimider, c'est-à-dire ne pas se laisser emballer psychiquement par cette espèce de panique qui monte des entrailles lorsque vous écoutez les news. Et une des choses qui, à mon avis, il y a deux choses qui, à mon avis, sont efficaces chez tout le monde pour retrouver ces esprits et retrouver une certaine confiance, c'est ne pas du tout regarder la télévision et ne pas du tout allumer les chaînes de radio officielles. Parce qu'il y a un bombardement subliminal et d'ailleurs ouvert qui tient du lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'on va vous répéter Covid, 50 fois par heure. Ne pas simplement ouvrir l'esprit à ce martèlement, parce qu'on sait très bien, depuis Goebbels d'ailleurs, que le martèlement d'un mensonge en continu finit par être perçu comme une vérité. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de s'inscrire dans la verticalité, que ce soit une verticalité spirituelle ou dans la verticalité de l'histoire, en relisant la peste de Camus, en lisant, pour les gens qui sont en Grande-Bretagne, le journal de Samuel Pepys, qui était ce commerçant de Londres, qui a tenu un journal pendant la peste de Londres et qui a montré que les gens vivaient quand même. En relisant les stoïciens, tout simplement en se rappelant que nous avons quand même derrière nous une civilisation qui en a vu d'autres, qui a vu des guerres, qui a vu des pestes, qui a vu des exterminations et qui a quand même survécu. Et ça permet de relativiser grandement, parce que c'est dans notre psychisme que se trouve le ressort de la résistance. L'esprit qui est calme, l'esprit qui est cohérent, qui est confiant en lui-même, il va aussi dire à un moment donné, tiens, là, il y a la prochaine manifestation, j'y vais, je vais grossir cette foule pour qu'ils aient peur. Là, je vais refuser cette mesure. Là, je vais écrire peut-être à mon député en disant, qu'est-ce que vous avez fait pour nous pendant cette période, outre que vous avez voté les pleins pouvoirs à votre gouvernement? Est-ce que c'est votre rôle de voter les pleins pouvoirs au gouvernement? Ça, quand ces questions commenceront à se multiplier, là, le peuple commencera d'exister. Mais il faut qu'il soit calme.
fait, si je devais résumer, je dirais pour chaque citoyen de laisser Netflix et Amazon Prime ainsi que son smartphone de côté Un petit peu, et oui. se mettre à lire ou même à méditer, pourquoi pas. Voilà. Méditer, voir des amis, vivre sa vie normale.